Les taxes, les impôts, une histoire d'amour bien française. Tenez, est-ce que vous saviez par exemple qu'en France nous avions 4 taux de TVA différents? Parfois les taxes sur l'essence coûtent plus cher que l'essence. Et alors à la fin du mois vous êtes prélevé à la source pour payer l'impôt, on vous a même pas dit bonjour. Et si vous êtes propriétaire de quelques mètres carrés, votre impôt foncier grimpe tous les ans. Alors tout ça pourquoi? Eh bien vous voyez, c'est mon idée reçue, vous aussi vous en avez, on va les confronter à un invité très particulier. Bonjour, je m'appelle Isabelle Godard de Vaujany, je suis la directrice régionale des finances publiques, Centre Val-de-Loire et Loiret. Généralement, je suis perçue comme Madame Impôt. Alors, première question. Pour moi, la classe moyenne paye beaucoup plus d'impôts que les autres. Alors, c'est un peu cliché. La classe moyenne, effectivement, elle est fiscalisée. Et on a parfois le sentiment qu'elle est plus fiscalisée. Mais attention, la classe moyenne et les situations plus défavorisées encore perçoivent beaucoup de compensations. Effectivement, on collecte de la richesse fiscale, mais on la redistribue. Et on la redistribue beaucoup aux personnes qui en ont besoin à travers l'action sociale notamment, qui mobilise beaucoup de redistribution. Alors, la question suivante. En France, on paye beaucoup d'impôts, mais on n'a pas la visibilité de la façon dont cet argent est redistribué. Ah bah ça, vous avez raison, c'est pas cliché. On ne communique pas assez sur la manière dont on emploie la richesse fiscale que nous collectons. Alors en réalité, on peut savoir où ça va avec votre déclaration de revenus. Rappelez-vous, vous avez un petit fascicule qui vous explique justement à quoi servent vos impôts. Pour 1 000 € d'impôts sur le revenu, vous en avez 570 qui partent sur les dépenses sociales, assurance vieillesse, santé, assurance chômage, etc. Et puis le reste, ça finance l'éducation, les services publics, ça finance le soutien à l'économie aussi. En France, les gens riches ont les moyens de ne pas payer d'impôts grâce aux conseils qu'ils peuvent avoir avec leurs avocats. Alors, cliché, mais en même temps, y a un peu de vrai. C'est-à-dire que un entrepreneur ou quelqu'un qui veut gérer sa future succession a moyen, en effet, d'optimiser, non pas de payer 0 impôt, mais d'optimiser la situation fiscale. Ça, c'est vrai. En revanche, payer 0 impôt, non, c'est complètement impossible. Quand vous achetez des biens, vous payez la TVA. Elle s'appuie sur les droits de succession. Il y a toujours un peu de droits de succession quand vous êtes fortuné. Et puis, les impôts sociétés, l'impôt sur le revenu, enfin, tout est un peu taxé. Donc, il y a moyen d'optimiser, mais jamais de payer 0 impôt, ça, c'est pas possible. C'est parti. De toute façon, les impôts, on ne peut rien leur cacher. Ils savent toujours tout sur nous, mieux que ma femme, certainement. Alors, merci pour la question. Là, pour le coup, c'est pas du tout cliché, c'est une vérité. Alors, nous avons des bases de données que nous croisons aussi avec d'autres organismes. Les réseaux sociaux aussi permettent, dans les données accessibles à tout le monde, les réseaux sociaux ne permettent pas qu'aux cambrioleurs de détecter si vous êtes là chez vous ou pas. Ça donne aussi des renseignements, oui, pour le fisc, entre guillemets. Aujourd'hui, nos concitoyens ont bien compris que ce que certains ne payent pas, ça sera payé par d'autres. Donc, croyez-moi, moi, j'ai pas trop d'état d'âme quand on va rechercher de la fraude fiscale. Au contraire, on est assez content de rétablir l'équité. Selon la dernière étude sur le sujet, si 79% des Français voient l'impôt comme un acte citoyen, 75% jugent son niveau excessif. Alors voilà, je suis reporter, ceci est ma carte de presse, je travaille à France 3 et peut-être que certains d'entre vous se disent qu'on ne vous dit pas toute la vérité ou bien qu'on cherche à tout prix le buzz. Je vous dirais, messieurs, dames, c'est un tout petit peu exagéré. Enfin, je ne vais pas essayer de vous convaincre. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, on confronte vos idées sur mon métier avec un invité particulier, mon patron. Bonjour, moi c'est Antoine Denécher, je suis le rédacteur en chef de Ici Centre Val-de-Loire que vous connaissez comme France 3. Voilà, on y va pour la première, je vois que c'est un jeune homme. À mon sens, aujourd'hui, quand on s'informe, l'opinion du journaliste prime sur les faits. Alors je vais dire cliché. Tous les journalistes ont des opinions, comme tout un chacun, c'est évident. Après moi, en tant que rédacteur en chef, je ne sais pas quelles sont les opinions de tous les journalistes de la rédaction et je n'ai pas à le savoir et quelque part je m'en fiche. Le problème, je pense, c'est de confondre éditorialiste et journaliste.
Et en effet, le développement des médias d'opinion, mais qui ont tout à fait leur place, mais on sait, les chaînes, une chaîne comme CNews ou des médias plus à gauche comme l'Humanité, Libération, etc. Forcément, ce sont des chaînes d'opinion. Ça, c'est différent. Les journalistes qui travaillent savent qu'ils travaillent dans un média d'opinion. La plupart des journalistes ne travaillent pas dans les médias d'opinion. La seule opinion qui compte, ce sont les faits. Allez, question suivante. Moi, du coup, je pense qu'aujourd'hui, TikTok équivaut à un média connu, un article du Monde ou quelque chose comme ça, ce qui est très néfaste et vachement toxique pour les générations futures qui maintenant ont du mal à s'informer et un mauvais esprit critique car elles prennent l'information telle qu'elle. Très intéressant. Pas cliché, parce qu'en effet, il y a une grande confusion. Ce qui compte, c'est la source. Quand vous regardez une vidéo, que ce soit sur TikTok, Facebook, Instagram, etc., voilà, est-ce que c'est un média avec des journalistes? Est-ce que ce sont des journalistes qui ont fait un travail d'investigation, de recherche d'informations qui répondent? Ou est-ce que c'est une personne lambda qui a tout à fait le droit de s'exprimer sur TikTok, mais qui peut asséner quelque chose sans que ce soit vérifié et étayé? Allez, c'est parti. Un monsieur. Pour moi, l'intérêt des chaînes locales, c'est qu'elles parlent avant tout des sujets qui nous concernent directement et non pas que des sujets internationaux qui sont intéressants, mais qui sont un peu éloignés de nos préoccupations. Pas cliché du tout. Nous tous ici, à ICI Centre Val-de-Loire, à France 3 Centre Val-de-Loire, si on a choisi de travailler pour cette chaîne, c'est parce que justement, comme vous, monsieur, on croit en l'info locale, en l'info régionale. Le lien avec vous, les habitants, faire les sujets les plus concernants possibles, dans votre ville, dans votre rue, dans votre quartier, dans votre région, parce qu'il y a tellement d'histoires à raconter, de faits à raconter, et qu'en effet, il y a beaucoup de chaînes d'infos continues que je respecte énormément, mais qui traitent beaucoup de l'information nationale et internationale, et beaucoup moins de médias régionaux, et nous, on a la chance de faire ce travail-là et d'avoir ce lien avec vous, les téléspectateurs, les internautes. Est-ce qu'il y a une question à laquelle tu t'attendais que tu n'as pas eu? Une question sur souvent, est-ce qu'il y a des sujets que vous n'avez pas le droit de traiter? Est-ce qu'on vous interdit de traiter des sujets plus sur l'autocensure ou sur la censure. Je m'attendais à une question un petit peu plus offensive là-dessus. Voilà. Et la réponse est? Non, il n'y a aucun sujet qu'on s'interdit. Après, on fait des sujets qui, nous, à l'échelle de France 3 Centre Val-de-Loire, qui concernent le centre Val-de-Loire, qui peuvent intéresser nos téléspectateurs, mais on ne s'interdit rien. Tous les sujets sont possibles. Je pense que vous le voyez dans le JT. Il n'y a aucune censure et personne qui nous appelle le matin en disant « faut pas traiter ce sujet-là, surtout pas ». Et moi-même, je ne donne jamais ce genre de consigne. Voilà. En fait, plus j'y pense et plus je me dis qu'on a tous laissé quelque chose à l'école. Ça peut être des bons souvenirs, ça peut être des cicatrices, mais aussi des certitudes. Et aujourd'hui, on va confronter vos idées reçues sur ces temples du savoir à un monsieur qui gère le quotidien de plus de 428 000 élèves. Bonjour, Jean-Philippe Agresti, recteur de la région académique Centre Val-de-Loire, recteur de l'Académie d'Orléans-Tours et chancelier des universités. Allez, c'est parti, une question d'une élève. Je suis en 5e et je trouve qu'on a beaucoup de devoirs, souvent le jour pour le lendemain, vu nos emplois du temps surchargés et des fois on a des activités extrascolaires, du coup ça ne nous donne pas les moyens de les faire. Tu es une élève de 5e, je suis obligé de te dire, cliché. Cliché parce qu'en réalité, il peut arriver qu'il y ait des devoirs du soir pour le lendemain. Mais ce n'est pas ce qui se passe régulièrement. Les équipes pédagogiques travaillent autour de cette charge de travail, à la fois dans leur discipline, mais au regard de l'intégralité de ce qu'est l'activité de l'élève dans la journée. Mais la charge de travail est étudiée et elle est conforme à ce dont vous avez besoin, vous les élèves, pour faire une belle scolarité. Une élève pour une nouvelle question. Je trouve qu'une situation de harcèlement n'est pas forcément bien gérée, car au lieu d'arrêter le problème, on ne fait que le déplacer dans un autre établissement. Chaque fois qu'il y a une situation de harcèlement, c'est quelque chose d'extrêmement grave et ce n'est pas satisfaisant. Donc pas cliché de ce point de vue-là. En revanche, aujourd'hui, engagé dans le programme phare, dès que nous avons connaissance d'une situation de harcèlement, nous sommes en capacité de la faire cesser et de la traiter, tant en matière de prévention qu'en matière de sanction.
Je suis un élève de 3e dans un collège REP+. Je trouve que notre collège a moins de moyens que les autres collèges. C'est un cliché. Ton collège en REP+, bénéficie de plus de moyens que les autres lycées. Plus de moyens pour faire des projets, plus de moyens en encadrement. D'ailleurs, tu peux être fier de ton collège parce que les évaluations montrent finalement que tout le travail qui est fait, que tous les moyens qui sont mis portent leurs résultats, et notamment au diplôme national du brevet. Allez, une autre question. Franchement, je trouve qu'on galère lorsqu'il y a un prof d'absent pour pouvoir trouver des remplaçants. Cliché et pas cliché. Pas cliché parce que chaque fois qu'il manque un prof devant une classe, eh bien ce n'est pas satisfaisant. Mais cliché, plus de 2000 établissements, près de 430 000 élèves, plus de 40 000 personnels, et nous avons un taux d'efficacité de remplacement qui est autour de 97%. Quelle autre institution, quelle autre entreprise est en capacité de fournir aussi vite et aussi rapidement des remplaçants lorsqu'il y a un problème? Cliché ou pas, la cantine scolaire, elle est franchement pas bonne. Alors là, cliché. Hier, j'ai déjeuné dans une cantine. Croyez-moi, j'ai bien mieux mangé que ce que je me suis préparé tout seul hier soir. Appartement, centre-ville, 92 mètres carrés. Bon, est-ce que c'est un bon plan, ça? Bon, de toute façon, en immobilier, il n'y a que des idées reçues. Par exemple, au niveau de l'achat, si vous écoutez tout le monde, eh bien, il ne faut pas acheter au rez-de-chaussée, il ne faut pas acheter trop petit, il ne faut surtout pas acheter sous les toits. Ah, par contre, il ne faut pas être éloigné du centre-ville. Et en plus, il faut acheter très très vite. Bref, si votre objectif est d'acheter, si vous écoutez tout le monde, il y a de fortes chances que vous restiez locataire encore de très nombreuses années. Aujourd'hui, on va parler de vos idées reçues sur l'immobilier avec mon invité du jour. Bonjour, Sébastien Marquand, je suis donc directeur associé des agences Orpi Valrim et président du GIE Orléans-Sologne qui regroupe les 34 agences Orpi sur le département du 18, 41 et 45. Allez, première question. En tant que propriétaire, effectivement, depuis 3 appartements maintenant que j'ai achetés, il faut au minimum garder ces appartements 4-5 ans pour faire une opération blanche et pas perdre d'argent. Alors pour moi, c'est vraiment cliché. Tout dépend en fait de la façon dont vous avez acheté. Si vous avez bien acheté, vous pourriez faire une plus-value beaucoup plus rapidement. Et puis aussi avoir en tête que depuis maintenant plusieurs années, le prix de l'immobilier prend en moyenne 2% de plus que l'inflation. Donc si vous avez bien acheté au départ, vous pouvez faire des plus-values bien avant cette période de 4 ans. Question suivante. Moi, ce que je constate, c'est qu'en tant qu'étudiante, il y a de plus en plus d'étudiants qui demandent. Et en fait, il y a de moins en moins de places. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et moi, j'ai pas mal galéré. Et du coup, c'est un problème aujourd'hui. Alors, ça n'est pas du tout cliché sur la région orléanaise. En effet, nous manquons de logements, en particulier avec l'arrivée massive d'étudiants ces dernières années. On aurait 500 logements de petits logements supplémentaires qu'on arriverait à les remplir sans aucun problème. J'invite d'ailleurs les investisseurs à se pencher sur ce type d'investissement. Question suivante. Donc aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup d'agents immobiliers surestiment les maisons qui ne sont pas forcément au prix du marché pour obtenir le mandat. Et derrière, le résultat, c'est que les maisons ne se vendent pas forcément dû à la surestimation. Alors, ça n'est malheureusement pas cliché. Pour autant, les bons agents immobiliers n'ont aucun intérêt à surestimer un bien. Maintenant, c'est un métier qui fait beaucoup rêver et certains se disent agents immobiliers le lundi, ne le seront plus le vendredi, ce qui explique ce genre de commentaires que bien évidemment je regrette. Question suivante. Bonjour, je m'appelle Jules. Mon idée, c'est que les agents immobiliers, lors de l'état des lieux de sortie, donc quand on rend à l'appartement, ils ont toujours tendance un petit peu à chercher la petite bête pour essayer de garder la caution. Voilà. Alors Jules, c'est complètement cliché. Qu'on se le dise, les agents immobiliers n'ont aucun intérêt à garder votre caution.
On est là pour faire un état des lieux d'entrée, un état des lieux de sortie, qui est une photographie de l'appartement au moment où vous le prenez et au moment où vous le restituez. Maintenant, force est de constater que souvent, certains locataires sont un petit peu négligents lors de leur état des lieux d'entrée parce que c'est l'euphorie de l'emménagement. Et ce qui fait qu'à leur départ, eh bien, on n'a pas fait les vitres, on a oublié de changer un joint, tous ces petits travaux qui pourraient ne pas coûter cher si vous l'aviez fait régulièrement et qui pourraient être évitables.